Bienvenue sur Studio Perspective. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à regarder notre contenu et nous vous en remercions. Studio Perspective fait sa rentrée. De nouveaux programmes s'ajoutent à notre catalogue afin de toujours mieux vous informer, vous divertir et vous inspirer. De nous à vous, bonne rentrée et surtout, bon visionnage. Bonsoir à tous, nous sommes de retour sur 26 minutes pour convaincre. Nous sommes là toujours dans le studio Perspective et ce soir nous recevons M. Pouna. M. Pouna, bonsoir. Bonsoir, M. Ouna. Comment vous allez? Je vais très bien. Déjà Par bien la grâce de Dieu, merci. Toujours au centre de tout et de tout. Et directement, j'ai vu sur vos affiches, vous définissez comme un technocrate. Oui. Alors, ma question d'entrepreneur, pourquoi vous lancez maintenant? Pourquoi? Moi, je me dis, lorsque je regarde un peu votre CV, votre background, je me dis, mais je suis tranquille dans mon coin. Pourquoi je vais me battre à affronter des cadors de la politique nationale dans un arrondissement très bousculé? Pourquoi, M. Pouna? Je veux dire que j'ai d'abord un parcours atypique, que ce soit au niveau universitaire comme au niveau professionnel. Je vous passerai les détails de mon parcours universitaire. Pour faire court au niveau professionnel, je suis issu de l'École nationale d'administration. Donc j'ai derrière moi quand même un certain passif. J'ai occupé des fonctions au sein de cabinets ministériels, conseiller, directeur de cabinet, au niveau de l'administration centrale, directeur général adjoint, directeur général. Après, je me dis que ces acquis-là, je peux les apporter modestement à mes frères et sœurs parce que Christerman Pouna est également issu d'une commune, issu d'un arrondissement. Voilà, moi je suis né dans le 3e arrondissement, je suis un fils du 3e arrondissement. Je suis né à Québéville, j'ai passé mon enfance à la Pairie, mon adolescence à Belleville. Donc, les problématiques de mes concitoyens, qui sont les miennes, je les connais, que ce soit celles relatives à l'adduction d'eau qui fait défaut, à l'électrification, aux ordures ménagères qui jonchent nos rues. Ce sont des choses que je connais. On va un peu parler comme les jeunes. Je suis un gars du WAPS. Voilà. Ok, mais justement, vous avez parlé de l'eau, de l'électricité, mais j'ai envie de dire, le 3e arrondissement, on parle beaucoup de banditisme quand même. Oui. Surtout, dites-moi si je me trompe, mais la zone de Kingel, c'est dans le 3e. Oui, c'est dans le 3e. Et justement, pour toutes ces personnes-là qui vous regardent dans le 3e arrondissement, qu'est-ce que vous avez proposé concrètement à ces gens qui ont ce problème d'eau, qui ont ce problème d'électricité, qui subissent de plein fouet la l'oisiveté des jeunes parce qu'il n'y a pas de job? Oui. C'est quoi votre plan pour ces populations-là? Concrètement, le député n'a pas de baguette magique, ne peut pas comme ça, ex nihilo, régler toutes les problématiques. L'approche que nous avons, ma suppléante et moi-même, et bien entendu toutes les personnes qui portent notre action, c'est de faire ensemble. Le député, oui, je l'approfondirai peut-être tout à l'heure, a essentiellement 3 missions. Contrôler l'action du gouvernement, consentir les pots et voter les lois. Mais étant donné que le député est également fils ou fille issu de quelque part, il y a un certain nombre de projets sociaux qui peuvent être menés, des activités génératrices de revenus. Mais ça, bien entendu, c'est avec le concours des uns et des autres, pour voir comment aider nos frères et sœurs qui sont dans l'oisiveté, comment trouver une petite activité, petite peut-être pas, créer une activité. C'est essentiellement pour le moment ce que je peux dire dessus. Ok. Maintenant, là, on va aller concrètement dans votre programme. Même si j'ai eu vent que pour le député, on ne parle pas de programme, mais j'ai envie de dire, aux États-Unis, nous avons des exemples. Oui. Obama est parti, il a laissé Obamacare, même si Donald Trump, derrière, il a éjecté. Et en France, on a la loi Debré. Oui. Aujourd'hui, est-ce que demain, les populations du 3e, j'ai même envie de dire les populations du Gabon, Oui. est-ce que demain, on peut s'attendre à une loi Pouna? C'est quoi votre vision du 3e arrondissement, plus globalement du Gabon? Il y a un certain nombre d'activités que nous comptons mener. C'est vrai, lorsque certains disent qu'un député n'a pas de programme, moi je suis pas trop... Je n'adhère pas totalement à cette idée. Je pars du principe que lorsque vous venez solliciter les suffrages de vos concitoyens, il faut venir avec un programme, un certain nombre de choses qui peuvent être faites, qui rentrent bien entendu dans le cadre des missions qui vous sont dévolues. On ne va pas exorbiter ce cadre-là. Et j'ai envie de dire comme ça, loi, oui,
ce serait l'encadrement du commerce en ligne. Parce que, chose étonnante, 2025, il n'y a pas de texte législatif et même pas réglementaire qui encadre le commerce en ligne. Alors qu'il y a des choses à faire dessus. D'abord pour sécuriser les données personnelles, pour redonner de la confiance. C'est un domaine novateur, c'est nouveau. Il y a des choses que l'on peut faire. Il y a beaucoup trop d'informels. Et même quand on parle de possibilité de sortir nos petits frères et petites sœurs ou nos frères et sœurs de l'ornière, ça peut également passer par des activités menées en ligne. Oui. L'actualité est dans... Il y a quelques heures, on va dire, il y a le collectif des Gabonais qui ont été arnaqués par... le nom m'échappe malheureusement. C'était une tontine virtuelle. Une tontine virtuelle qui donne la possibilité à des Gabonais d'acheter des pangolins à 600 000, à 200 000 francs, etc. etc. Et justement, vous qui parlez de protection de Gabonais, quel est votre point de vue là-dessus? C'est vrai que je sors un peu de ce cadre-là, mais je pense qu'il y a des populations du 13e arrondissement qui ont été... Pour moi, vous ne sortez pas du cadre. C'est pour cette raison que je mets l'accent sur cette loi-là, une loi à même d'encadrer le commerce en ligne. Mais monsieur, vous comme moi, nous sommes déjà, il nous est déjà arrivé, vous êtes connectés sur Internet, votre page Facebook, et puis il y a des articles qui sont vendus, et systématiquement, quand vous demandez le prix, on vous dit venez en inbox. Mais nous savons que le code de commerce dans notre pays met en exergue le fait que il y a l'article, mais le prix également doit être affiché. Il faut que ce genre de choses soient connues de tous afin d'éviter de tomber dans les pièges tendus par les arnaqueurs. Puis vente de pangolins, c'est quand même une espèce protégée. Voilà. Ok, donc on va dire une de vos lois, un de vos projets, c'est sur la vente en ligne. Et une seconde loi? Seconde loi, je dirais, c'est vraiment, comment dire... elle aurait trait à l'électrification dans notre arrondissement. Parce que, oui, ça peut paraître comme ça anodin, mais je vous assure que avoir des espaces éclairés, c'est quand même un frein à un certain nombre d'activités interlopes qui sont menées dans nos arrondissements. Voilà. Ça serait vraiment faire un plaidoyer, je dirais, beaucoup plus auprès des autorités compétentes. Ok, bon, moi je vais parler pour les populations du 13e arrondissement, permettez-moi, mais moi je ne comprends pas pourquoi le panneau solaire, j'ai l'impression qu'il y a une loi cachée qui interdit la commercialisation des panneaux solaires et pour faire concurrence en guillemets à la SEG. Pourtant, si on se dit qu'on a des problèmes à électrifier nos villes, il y a la solution photovoltaïque, je crois, on dit. Non, mais effectivement. Mais après, si vous voyez bien, il y a quoi? Il y a à peu près 7 ans de cela, si je ne me trompe pas, il y a eu, sous l'impulsion d'un ancien membre du gouvernement que je ne citerai pas, installé dans certains de nos quartiers, moi je vais au niveau du quartier Minoubé, et même à Bellevue 2, des poteaux publics avec, voilà, la plaquette photovoltaïque qui favorise donc l'éclairage grâce au solaire. C'est tout à fait possible. Après, je ne sais pas, est-ce que ce sont les plateaux photovoltaïques qui ne fonctionnent pas ou généralement les ampoules que l'on ne remplace pas? Là également, c'est un plaidoyer que nous pouvons faire auprès des autorités compétentes. Ok, merci. Maintenant, justement, pourquoi vous lancez en indépendant? Lorsque l'on sait qu'il y a des véritables machines de guerre, permettez-moi l'expression, qui existent, pourquoi vous lancez en indépendant? Lancer en indépendant parce que ça vient de ce qu'il y a de nombreuses personnes au sein de mon arrondissement du deuxième siège que je sollicite, pour lesquels ces populations-là, auprès desquelles je sollicite des suffrages, qui nous ont poussés, qui nous ont dit, bah, écoutez, vous êtes quand même nos enfants. Faites quelque chose pour nous, portez-vous candidat. Après, c'est vrai, vous évoquez certaines machines, certains mastodontes, mais après, il n'y a pas de totem, vous savez. On se souviendra de David et de Goliath. Clairement, voilà. clairement. Justement, le 12 avril dernier, c'était le 12, victoire écrasante du président actuel. Et vous êtes, on va dire, après le 27 septembre, vous êtes élu député. J'ai envie de dire, comment vous allez défendre efficacement vos projets de loi face à ces mastodontes-là, justement?
Bon, je vais d'abord rappeler un petit quelque chose. Ça peut paraître comme ça, être pour certaines vues de l'esprit, mais ces choses-là ont tout leur sens. Le député est le représentant des populations, des citoyens qui l'élisent. Et ces populations exercent leur souveraineté à travers ses élus. Et donc, le député qui incarne la souveraineté, l'incarne notamment à travers quoi? Je reviens encore sur ces missions-là. C'est le contrôle de l'action du gouvernement, c'est la conception des projets de loi, mais c'est également le vote de la loi. Et donc, le député le fait au sein de l'hémicycle, c'est pour toute la nation. Là, dans ce cas, il n'est pas le député issu de et qui ne mène sa politique que pour tel coin ou Y autre coin. Non, c'est pour toute la nation. Mais ce même député également, qu'est-ce qu'il fait? Il est la courroie entre les institutions et les citoyens parce qu'il porte les aspirations, les desiderata, les besoins de ces populations auprès des institutions, mais il retourne également vers les populations afin de les édifier sur un certain nombre de textes législatifs qui ont été pris au niveau national. Il faut leur expliquer les tenants et les aboutissants. Mais oui, un indépendant qui intègre l'hémicycle, c'est un adage de chez nous qui dit qu'avec un doigt, on ne peut pas laver un visage. Oui, il y a des alliances, il y a des coalitions, mais ces alliances et ces coalitions ne se feront jamais au détriment des populations qui auront mis leur confiance en nous. C'est pour cette raison que ma suppléante et moi voudrons ou désirons que dans le cadre de notre action, il y ait cette redevabilité. On va sortir des anciens carcans où, quand vous avez été élu, vous restez dans votre tour d'ivoire, on ne vous revoit que 5 ans plus tard, quand vous venez solliciter les suffrages de vos populations. Non, nous voulons incarner cette rupture. Nous sommes désireux d'incarner cette rupture. Justement, vous m'avez un peu mâché le travail parce que j'allais vous poser la question, mais ce n'était pas forcément pour vous. Mais les gens d'urbaine gabonaise, on se dit que c'est à la veille des élections que l'on découvre des visages. Ils ne font pas partie de notre quotidien. Oui. Mais c'est avant le 27 septembre que l'on découvre des visages, M. Pouna, etc., sans que ce soit forcément vous. Oui. Mais qu'est-ce que vous allez faire justement pour changer cela? Même si vous avez déjà un peu mâché le travail. Non, mais je le dis encore et je le redis, c'est que nous voulons incarner. Après, un vote, c'est toujours sur la base de la confiance. Ouais. Mais nous partons du principe que dans certains quartiers de notre arrondissement et de notre siège, ma suppléante et moi sommes des figures connues. Nous maîtrisons ou nous connaissons, on ne va pas être non plus exagéré, nous connaissons ces réalités-là. Nous les vivons. Et nous pensons qu'en travaillant de concert avec nos frères et sœurs, nous pouvons les résoudre. Nous voulons incarner une autre vision de la politique menée au sein de nos communes et de nos arrondissements. Nous pensons que nous pouvons la mener autrement. Voilà. Mais je crois également qu'à travers notre projet, quoi que l'on dise, nous avons un projet que nous allons soumettre à nos populations et il serait de bonne loi qu'on nous juge à travers ce projet. Là, je vais rentrer dans ma peau de Gabonais. C'est quoi votre ambition après la législative? Mais notre ambition non, après vos 5 ans, vous allez repartir, solliciter de nouveau les populations du 3e arrondissement pour un second mandat, ou vous visez... Bon, j'ai envie de dire comme ça, nul ne sait de quoi demain sera fait. Mais après, l'objectif, ce n'est pas non plus de créer une caste ou voilà, un règne, je veux le dire comme ça un peu, permettez l'expression, comme certains l'ont fait. Si les populations votent pour nous, nous avons 5 ans, nous ferons ce que nous avons à faire. Si nous l'avons bien fait et que les populations estiment nous accorder un second mandat, nous le ferons. Mais il y en a d'autres également qui pourraient tout aussi bien mener les choses autrement après nous. Oui. Donc, nous n'avons pas pour ambition de nous visser là, hein, de nous fixer, comme on dirait, juridiquement parlant, à perpétuelle demeure. Non. Justement, pour les légendes urbaines, on dit également 5 ans, un quinquennat, et 0 évaluation. Est-ce que vous êtes ouvert à créer ce pont-là entre les populations et vous, et à les retrouver de façon régulière et faire le point de ce que vous avez promis à ces populations-là de façon périodique?
Oui, et je l'ai relevé un peu plus tôt dans mon propos. La culture de la redevabilité, il le faut. Je suis moi-même un enfant de ces quartiers-là. J'ai parfois vu des aînés, 5 ans, une législature, 5 ans encore, 2 législatures, 10 ans. Vous disparaissez complètement, on ne vous revoit plus. Et ensuite, vous revenez pour solliciter, mais sur la base de quoi nous voulons incarner, je le répète encore, une rupture. Oui, il faudra repartir vers les populations. Un certain nombre de projets, nous ne pourrons les mener qu'ensemble. Mais donc, nous optons pour une approche participative. Il n'y a pas que ma suppléante et moi-même, ma suppléante et moi, mais également les populations, afin de mener ensemble un certain nombre de projets. J'insiste, ensemble. Et maintenant, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on a encore 10 minutes, mais je préfère que vous vous intéressiez aux populations du 3e arrondissement maintenant, et après, je vais revenir sur une ou deux dernières questions. Et ce que je dirais aux populations du 3e arrondissement, c'est que vous avez là devant vous, ce soir, un fils à vous qui se présente, accompagné de votre fille. Nous pensons, mais du fond du cœur, qu'il est possible de faire autrement. Mais cet autrement n'est matérialisable que si vous nous accordez vos suffrages. Et nous vous garantissons que nous ne vous décevrons pas. Voilà ce que je dirais. Ok, Monsieur Pouna, merci beaucoup. Et malheureusement, vous êtes chez des entrepreneurs. Oui. Et ça me titille toujours, les entrepreneurs. Oui. Je sais que dans le 3e arrondissement, il y a pas mal d'entrepreneurs. Oui. Et aujourd'hui, nous souffrons. C'est difficile pour nous d'aller en même temps. Il faut payer la CNSS, Oui. il faut payer la CNEMGS, il faut payer l'impôt sur les bénéfices et un ensemble de taxes. Justement, pour toutes ces populations-là, pour les entrepreneurs du 3e arrondissement, est-ce que vous avez un plan pour eux, M. Pouna? Est-ce que vous avez un plan pour eux? Est-ce que vous arrivez à l'hémicycle, vous allez défendre ces gens-là, ces jeunes-là, qui veulent investir leur argent, leurs économies, en lançant des startups, en lançant des PME, PMI? Mais j'ai envie de dire oui, en même temps, je n'ai pas trop le choix. Je vous l'ai dit tout à l'heure, étant fils de cet arrondissement, mais même fils de ce pays, je vois les difficultés que nombre de nos frères et sœurs rencontrent. Et j'ai envie de vous dire, mais moi, je vous tire mon chapeau. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, à mon sens, c'est vraiment agir avec de la foi. Parce que vous vous levez tous les matins, alors que les gens autour de vous ne croient pas aux objectifs que vous comptez atteindre, vous y croyez. Oui, mais c'est à travers, comment ces choses se feront? C'est à travers des réflexions menées ensemble. Il va falloir que l'on s'asseye, que l'on discute des voies et moyens, des mécanismes à mettre en place. Le gouvernement est désireux dans notre pays d'aider les entrepreneurs, mais nous allons mener un plaidoyer à soumettre à qui de droit, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit une simple vue de l'esprit. Quand on vous demande d'opter pour l'entrepreneuriat, mais quelles sont les structures bancaires qui vous accompagnent? Vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous savez quels sont les taux bancaires. Au niveau de la douane, combien est-ce que ça vous coûte quand vous faites venir du matériel? Énorme. Parfois, le transport, vous avez le transport, et bien entendu l'achat de la marchandise, le transport que vous payez, et au niveau de la douane, c'est même plus cher. Ouais. Bon, certains sont obligés d'abandonner leurs marchandises, mais ça passe par un plaidoyer. Mais le plaidoyer n'est possible que si vous, entrepreneurs, vous venez vers nous, nous nous asseyons et nous discutons. Et ensuite, je ne prétends pas, avec un coup de baguette magique, régler les choses. Non, c'est un plaidoyer que nous allons porter et j'ai envie de dire que nous l'aurons chevillé au corps. Voilà. Ok, moi je vais toujours profiter parce que vous présentez et ce serait bien déjà de vous mettre ces indices-là dans votre esprit. Oui. Les stagiaires, je suis obligé de plaider pour eux. Beaucoup de stagiaires dans les entreprises. Oui. Il y en a énormément. On ne recrute pas assez. On nous dit la masse salariale a explosé dans les entreprises privées, on ne peut pas recruter. Mais pourtant, ces entreprises font des bénéfices énormes. Et je crois, en moins de 5 ans, on a dites-moi si je me trompe, hein, on a réformé le Code du travail. Oui. Mais toujours au bénéfice du patronat. Et pas au bénéfice, justement, des travailleurs.
Ben, justement, quel est le lieu le plus indiqué pour traiter de ces questions que l'Assemblée nationale ou même le Parlement à plus grande échelle? Voir dans quelle mesure discuter des aspects de ce code du travail actuel qui léserait, bien entendu, non plus le patronat, mais le travailleur. Mais moi, j'insiste également sur le pan entrepreneurial, parce que je crois également que le développement d'une nation passe par le dynamisme de son pan entrepreneurial. Il faut vraiment que l'on mette l'accent là-dedans. Mais de quelle manière? En accompagnant les entrepreneurs. Plus simplement avec des mots, mais avec des moyens, avec des mécanismes, avec un certain nombre de paramètres qui pourraient encadrer leur action. Non plus qu'on les laisse comme ça errer, et très souvent c'est difficile pour eux. Et ça, je le reconnais. Okay. Libreville 2. Excusez-moi, Oui. mais Libreville 2, on parle de plus de 1000 milliards. 1000 milliards de francs CFA d'investissement. 1800, je crois. Oui, 1800 même. Oui. Merci pour la précision. 1800 milliards. Que pensez-vous de cette idée de partir sur une nouvelle base avec une nouvelle ville? Et moi, la question que j'aimerais poser au pouvoir public, c'est qu'allons-nous faire de ce qui existe? Qu'allons-nous faire de l'existant aujourd'hui? Mais le Gabon n'est pas le premier pays à opter comme ça pour la construction d'une nouvelle ville. Vous avez, si on prend le cas du Brésil, on est parti de Rio de Janeiro pour créer Brasilia. Il y en a qui vivent à Brasilia et l'autre au niveau de Rio de Janeiro. Au-delà du chiffre qui peut paraître comme ça exorbitant, mais c'est quand même la volonté des autorités actuelles de résorber un certain nombre de problématiques que l'on retrouve au sein de cette ville. Une ville qui n'est pas tracée, l'urbanisation fait défaut. Vous voyez comment, après, le pouvoir actuel est obligé de rattraper un certain nombre de méfaits qui découlent de la mauvaise gestion de ceux qui ont incarné le pouvoir précédemment. C'est assez compliqué. Oui, c'est ambitieux, mais je me dis que c'est une idée noble. Après, il faudrait éventuellement que les financements suivent, les finances également, mais que cela ne se fasse pas au détriment, bien entendu, du fonctionnement actuel de notre pays. Parce qu'il y a un certain nombre de problématiques à résorber au niveau de l'enseignement, que ce soit primaire, secondaire, supérieur, au niveau de la santé, avec les hôpitaux et autres. Donc, voilà, il ne faudrait pas que les politiques publiques actuelles soient mises à mal, car ce projet, au demeurant, bénéfique pour nous. Il y a des questions parce qu'à chaque fois que nous recevons des personnalités ici, nous avons un groupe WhatsApp où il y a plusieurs sensibilités se manifestent. Et moi, on m'a demandé de vous poser la question, que pensez-vous de la fin de la subvention des carburants qui sera effective à partir de janvier 2026? Est-ce que ça veut dire que le transport sera plus cher, le carburant sera plus cher? À quoi devons-nous nous attendre? En même temps, les politiques de subvention, elles ont été utiles à un moment, mais aujourd'hui, l'État se retrouve essoufflé. C'est nous tous également qui voulons très souvent que l'État arrête son interventionnisme. Mais ce que nous attendons également des autorités actuelles, c'est que si la subvention est levée, qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Une chose est sûre, oui, le transport va peut-être augmenter. Mais moi, je me dis, si le transport est de qualité, mais que les routes également sont des routes carrossables, parce qu'il y a quand même un gros travail à faire dessus. Voilà. Je crois qu'on pourrait s'accommoder de cela, mais vraiment à condition qu'il y ait de véritables politiques d'accompagnement qui soient mises en place pour éviter que cela ne vienne grever un peu plus le panier de la ménagère. Ok, là on laisse les groupes WhatsApp. Moi j'ai une question que je pose quasiment à tout le monde. Bon, encore heureux, vous êtes candidat pour le 3e arrondissement, mais là, que pensez-vous? Là c'est vraiment une petite question au coup de poing. Que pensez-vous des candidats? Par exemple, députation du côté de Koulamoutou, mais qui ne vivent pas Koulamoutou. Là, vous faites allusion à quoi? Ce qu'on a souvent appelé par ailleurs le transport d'électeurs, les bœufs votants. Exactement. Non, mais je trouve que c'est quand même déplorable. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on use de ce stratagème-là, nous faussons le jeu politique. Vous habitez à Libreville, vous allez voter à Koulamoutou, à Makokou, à Port-Gentil, mais vous ne vivez pas au quotidien ce que vivent ces populations-là. Vous avez terminé votre vote, vous rentrez chez vous. Il faudrait qu'on trouve un mécanisme pour que désormais, cette façon de faire qui remonte quand même à la décennie 90, qu'on sorte de ces vieux schémas. Mais là encore, vous êtes malheureux du côté des votants.
Mais imaginez-vous, par exemple, vous vivez 12 mois sur 12 dans le 3e arrondissement, mais vous vous présentez à la députation à Tchibanga, pour les populations de Tchibanga. Mais qu'est-ce qu'on attend également des populations? C'est que les populations, au bout d'un moment, prennent leur destin en main. Je crois que c'est Mahatma Gandhi qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir advenir ». Exactement. C'est à nous également de dire, lorsqu'on nous recevons des fils chez nous pour dire « Bon, écoute, d'accord, tu es un fils de la contrée, mais tu ne vis pas ici. Il n'y a même Nous pas ne te de maison, voyons là. pas au quotidien. » Oui, certains n'ont même pas de maison. Mais c'est à nous de tirer la sonnette d'alarme, de dire « Non, on ne veut pas de toi, non pas parce que nous ne t'aimons pas, mais parce que nous croyons fondamentalement que tu n'es pas le mieux placé pour traduire au mieux nos aspirations auprès de qui de droit. » C'est à nous, population. Justement, nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est vrai qu'il nous reste au moins de 50 minutes. secondes 50 secondes, pardon. Moi, j'aurais voulu rester encore 1 heure avec vous. Hein. Voilà. Et on a remarqué également, par exemple, je sais que ça ne vous concerne pas forcément, mais on a remarqué que le maire de Libreville concentre à lui tout seul tout le budget des communes des 6 arrondissements. Est-ce que ce n'est pas possible que vous, en tant que député, vous puissiez vous battre pour une loi qui permettra à chaque commune d'arrondissement de bénéficier du budget de la mairie centrale? Mais je crois que le président de la République, et partant le gouvernement, puisqu'il est le chef du gouvernement, a résolument acté pour la décentralisation. Et je crois même que c'est le cheval de bataille actuellement de Madame le Président du Sénat, pour ne pas la citer, Madame Paulette Lissambo. Oui, nous croyons que la décentralisation doit être effective parce que ça va être désormais la possibilité donnée à nos communes de changer de visage. Changer de visage, vous étiez sur 26 minutes pour convaincre. Merci.